Donc, bonsoir tout le monde. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Aurélie, que je vais Merci. laisser se présenter pour dire qui tu es, où tu habites, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu es venue nous raconter ce soir. Ah bah, étonnamment, je suis venue parler de neurofeedback. C'est bizarre, hein, tes webinaires qu'on parle de neurofeedback. Alors pour me présenter, du coup, j'en parlerai un petit peu plus après dans la diapo, mais globalement, donc tu m'as formée fin 2023. Donc je propose des séances de neurofeedback, dynamique. Et si ce soir je propose plus, sur le sujet des neuroatypies, c'est parce que je me suis spécialisée dans cet accompagnement-là, avec l'envie d'accompagner plus particulièrement les familles neuroatypiques. Même si j'aime bien dire, comme c'est écrit sur la présentation, que de toute façon le neurofeedback, c'est pour tous ceux qui ont un cerveau. Donc voilà, ça c'est, et oui, effectivement, l'outil, il est pour tout le monde. Mais après, en fonction de nos goûts, chaque neurotrainer, neurofeedback trainer se spécialise un peu potentiellement, pas tous, hein, mais voilà, moi j'avais envie de ça, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je pense que ces familles-là ont peut-être plus de difficultés que d'autres à trouver un équilibre. Et puis, et après, c'est vraiment complètement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de me spécialiser dans ça, j'évite aussi certains clients que j'ai pas envie de recevoir pour ma propre sécurité. C'est-à-dire que, moi étant hypersensible, à force de voir différentes personnes qui étaient très mal sur des sujets qui pouvaient me toucher, différemment que de la neuroatypie, à la fin de la journée, c'était dur pour moi. Donc du coup, là, en spécialisant aussi un peu, à la fois, je me spécialise et je peux mieux accompagner les personnes et moi, je me protège en quelque sorte de pas voir, je sais pas, des personnes qui sont en fin de vie. Voilà, c'est pas forcément le neurofeedback peut accompagner en cancérologie, mais moi, personnellement, j'avais pas forcément envie de le faire. Je sais que d'autres personnes le font. Donc voilà, la spécialité, elle est à la fois pour ceux que j'accompagne et pour moi. Super. Tu as pas dit la ville dans laquelle tu es, Ah, si? je l'ai pas dit, après ce sera affiché, mais oui, je suis à Lafare-les-Oliviers, donc dans les Bouches-du-Rhône. Super. Alors, on va présenter un peu plus, tac, est-ce que ça fonctionne? Tac. Donc vite fait, un petit sommaire, donc une introduction. Ensuite, je me présenterai un peu plus que ce que je viens de dire là. On va spécialiser sur donc les neuroatypies, même si le neurofeedback, comme on a dit, est pour tout le monde. Je réexpliquerai un peu plus ce qu'est le neurofeedback dynamique parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est. Tout à fait. Ensuite, je donnerai quelques astuces concrètes, donc là, qui sont pas en lien avec le neurofeedback dynamique, mais plus avec le quotidien, des familles. Et j'ai mis en 6 questions-réponses. Évidemment, s'il y a des questions, qui sont directement liées à ce que je viens de dire, ils peuvent l'écrire dans le chat, hein. Et si tu regardes le chat, tu peux soit donc me poser la question, directement, soit, on note la page de la diapo et au moment de la partie 6 questions-réponses, on pourra revenir sur ce que j'ai dit et aller un peu plus en détail. J'en profite également pour bien repréciser donc que c'est enregistré, donc les personnes qui interviennent, voilà, soyez au courant que c'est enregistré et que le replay pourra être remis. Donc si c'est voilà, si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, il faut pas intervenir directement, et il sera toujours temps de nous contacter, Perrine ou moi, après le webinaire si vraiment vous avez des questions. C'est très bien dit donc comme présentation. Je retiens pour la suite. Donc, ce webinaire, il est pas là pour mettre forcément une étiquette, de dire, «Moi je suis neuroatypique, moi je le suis pas». Tout simplement parce que de toute façon, pour que le neurofeedback agisse, il y a pas besoin de cette étiquette-là. Dans tous les cas, qu'on ait, un diagnostic, qu'on n'en ait pas, le neurofeedback, il va agir de la même façon, donc on verra plus loin dans la présentation pourquoi. Et les étiquettes, c'est utile parfois, quand on veut pouvoir mieux se comprendre, se dire: «Ah, c'est peut-être pour ça que», mais en même temps, de toute façon, les neuroatypies, une personne, par exemple, avec un trouble du spectre autistique aura des caractéristiques différentes d'une autre personne avec un trouble du spectre autistique. Donc en fait, l'étiquette, il faut pas non plus qu'on s'enferme derrière, on va tous être différents. Donc c'est pour ça que je suis pas là, et encore moins ce soir pour dire: «Toi, tu es autiste, toi, tu es» et cetera. Déjà, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, mais en plus,
bah, il y en a pas besoin en fait. C'est du moment qu'au quotidien vous vivez des difficultés, et ben le neurofeedback va pouvoir aider. Donc c'est vraiment là, c'est l'objectif de ce webinaire, de pouvoir juste dire: «Bah, moi j'ai des difficultés au quotidien, donc diagnostic ou pas, je peux profiter des conseils ou du neurofeedback». Heu, donc là, je vous ai mis 2 sondages en fait où 99 des donc ça date de 2023, donc il y a 3 ans, c'est assez récent. 99 des parents pensent que la famille est une dimension importante et même 76 qui pensent que c'est très important. Et pourtant, il y a 34 des mères qui reconnaissent être touchées par le burn-out parental. Donc moi, quand j'ai vu ces chiffres, ça m'a vraiment fait un choc. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde pense que c'est important et en fait, bah, on prend pas soin de ça puisqu'on prend tellement pas soin qu'il y a 34 des mères qui vont être touchées par le burn-out. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire, cette spécialisation. C'est que même s'il existe des accompagnements et j'ai l'impression de plus en plus, à mon sens, c'est pas encore suffisant. On a des cours de préparation à l'accouchement, mais on n'a pas de cours de préparation à être parent, en fait. Et voilà, c'est du coup, bah, je viens un peu pallier ça aussi. Donc une petite, description un peu plus en profondeur. Donc, je propose, des sessions, depuis 2024 puisque j'ai été formée fin 2023 par Perrine et je me suis spécialisée dans cet, accompagnement. Donc, j'ai longtemps hésité parce que j'avais pas envie de m'enfermer sur quelque chose tellement le neurofeedback offre des possibilités. C'est-à-dire quand j'ai choisi de devenir neurofeedback trainer, je me suis dit: «Oh, c'est un outil formidable, il faut que tout le monde le le découvre» et donc je voulais pas me spécialiser. Et puis après coup, je me dis: «Mais oui, mais en fait, quand les personnes, elles viennent à moi, il y a pendant longtemps, j'ai cru qu'elles venaient juste pour, l'outil. C'est bon, de toute façon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, elles viennent faire une séance de neurofeedback et d'ailleurs, je crois que vous en avez parlé dans une conférence il y a pas longtemps. En fait, non, les personnes, elles viennent aussi voir, quelqu'un le neurofeedback trainer. Moi, j'ai eu des personnes qui ont fait 1 heure de route, ils ont des neurofeedback trainers, plus proches, de chez eux, hein, mais c'est parce que je me suis spécialisée dans l'accompagnement des familles qu'elles sont venues me voir moi pour avoir une écoute différente. Donc en fait, il y a un intérêt à se spécialiser. Hem, Partage complètement ce point de vue. donc pour moi, les neuroatypies demandent beaucoup d'énergie, que ce soit aux enfants ou aux parents et du coup, mon but, c'est de retrouver davantage de sérénité, de douceur, de complicité entre les parents et les enfants, voire même entre les parents entre eux. Parce que, bah, parfois, il y a aussi, quand il y en a un qui reconnaît que son enfant a un trouble et que l'autre parent reconnaît pas, bah, ça peut aussi créer des tensions. Le fait de pas comprendre son enfant, si on l'accepte pas, bah, ça crée aussi des tensions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre la famille dans sa globalité, mais aussi, et j'en reparlerai encore après, bah, d'accompagner le parent. Parce que tout à l'heure, je parlais d'étiquette, on va souvent faire les diagnostics pour nos enfants, un peu moins pour les adultes et puis, bah, après l'adulte, il est oublié. J'ai encore, une personne qui m'a contactée il y a quelques jours en me disant: «Ben, moi j'ai pas fait le diagnostic, ma fille oui, c'est elle a le diagnostic et cetera, mais c'est dur pour moi aussi». Donc dans mon accompagnement, en priorité, j'accompagne le parent et après j'accompagne la famille, parce que l'enfant, il est déjà accompagné sur beaucoup de choses. Quand on a un diagnostic, en tout cas, quand on n'a pas de diagnostic, c'est différent, mais quand il y a un diagnostic, il a déjà la psychomote, il a déjà l'ergonome, enfin, l'enfant, pour le coup, ces dernières années, c'est quand même assez, bien traité. Bon après, toujours des dossiers MDPH qui sont un peu compliqués à gérer, mais il y a des choses qui peuvent se faire et prendre soin du parent, c'est pas encore, aussi évident. Donc voilà, ma vision, c'est ça, c'est que ce soit l'enfant ou le parent qui a un trouble neuroatypique, dans tous les cas, c'est fatigant pour tout le monde. Donc le neurofeedback va pouvoir aider, toute la famille. Et le fait que le parent fasse son propre travail de compréhension, il va pouvoir aider son enfant au quotidien parce que lui, il aura reconnu qui il est et en quoi il est différent. Et ça sera un allié majeur. C'est ça et ne serait-ce que, le stress, enfin les enfants, c'est des éponges, surtout encore plus si c'est un trouble neuroatypique avec de l'hypersensibilité et cetera. Ils vont encore plus capter les émotions, le stress de leurs parents. Donc si le parent, il prend pas soin de lui, bah, en fait, l'enfant, il va être encore plus mal
pas juste par rapport à son trouble et aux difficultés qu'il peut avoir au quotidien, mais ne serait-ce que parce qu'il voit que son parent est mal et donc du coup, ça lui rajoute une difficulté supplémentaire. Donc voilà, prendre soin de soi en tant que parent, c'est aussi prendre soin de son enfant. Au niveau de mes valeurs, j'ai mis l'authenticité et la transmission. C'est vraiment 2 choses fondamentales pour, moi. La transmission, je m'en suis pas rendu compte il y a très longtemps. C'est-à-dire autant l'authenticité, je déteste le mensonge depuis toujours, on va dire. Tout ce qui va tourner autour des personnes hypocrites et cetera, j'ai beaucoup de mal à gérer. Autant la transmission, dans toute ma première partie de carrière, je m'en étais pas forcément rendu compte parce que je le faisais plus dans mes loisirs. C'est-à-dire que j'allais même donner des conseils quand c'était pas demandé. Donc voilà, c'est pas toujours bien. Donc là, l'idée aussi de cet accompagnement-là, c'est de pouvoir donner des conseils que j'ai envie et besoin finalement de donner, parce que j'apprends plein de choses et du coup, je me dis: «Mais c'est dommage que les autres, ils savent pas ça», donc j'ai envie de le dire. Sauf qu'il y a des moments, bah, les parents, les personnes sont pas réceptives. Donc là, pour le coup, quand ils viennent me prendre un accompagnement, bah, ils sont elles sont réceptives les personnes, c'est le but. Donc c'est en faisant cette spécialité-là que je me suis rendu compte de l'importance de mon besoin finalement de transmission. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes valeurs. Ouais. Comment j'ai découvert le neurofeedback? Et ben, j'ai fait une dépression liée à un burn-out. Alors, le burn-out, on ne sait pas trop si c'est un burn-out parental, un burn-out autistique. Toujours est-il que c'est, ben, en plein covid où du coup j'ai dû garder, mes enfants, quand les crèches, les écoles, étaient fermées. Au début, c'était: «Ouais, trop chouette» et puis sans m'en rendre compte, ça a été, «Mais j'en peux plus, je veux plus les voir, je veux plus les garder». Donc j'ai été, enfin j'ai vu un psychiatre qui m'a donné des cachets, mais après lui c'était: «Oh mais ils sont encore petits, c'est normal». Moi je me suis dit: «Mais non, je vais pas prendre des cachets, jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans quoi». Ils avaient à peu près 3 ans et 6 ans, enfin ça me convenait pas. Donc je faisais ponctuellement voilà, des médecines alternatives, médecine douce comme enfin de l'hypnose, ce genre de choses. Donc à ce moment-là, j'ai voulu chercher un peu plus des choses qui pourraient, m'aider et dans le but, bah, d'enlever les médicaments et d'avoir un meilleur suivi que juste, par le psy qui me dit: «Bah, prenez un cachet et puis ça ira mieux». Et ça avait pas forcément énormément d'effets ou pas suffisamment dans le temps. Parce qu'en fait, j'étais encore dans ce contexte, d'avoir, des enfants qui font du bruit notamment, qu'ils soient joyeux ou tristes. Bah, un enfant, ça fait du bruit. Enfin, un enfant en bonne santé, il exprime ses émotions, donc il fait du bruit. Et moi, à ce moment-là, c'était vraiment, s en grande partie le bruit qui me dérangeait. Et donc il y avait rien qui marchait et j'ai découvert le neurofeedback par hasard, au moment de faire un bilan de compétences. J'ai ma formatrice, en fait, je lui déballe ma vie parce que, bah, pour qu'elle puisse m'orienter, il faut raconter. Elle me fait: «Ah mais tu connais le neurofeedback dynamique, c'est avec des électrodes». Je fais: «Oh là, tu touches pas à ma tête». Et après elle m'a j'ai voilà, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était en réception, qu'on n'envoyait aucune impulsion et cetera, donc on en reparlera après, hein. C'est uniquement des capteurs et donc j'ai testé. Pendant la première séance, je me suis dit: «Oh, si c'était ça ma reconversion» et là, j'ai vu des changements et surtout plus pérennes dans le temps. Donc c'était pas des changements hyper flagrants comme on peut voir sur certaines séances de neurofeedback. Moi, c'était des petits changements, des petites évolutions. Des choses aussi où je me suis rendu compte beaucoup plus tard des changements qu'il y avait pu y avoir, ne serait-ce que par exemple, rien à voir avec la parentalité, mais des boutons sur mon visage ou sur les épaules. Bah, en fait, quelques mois après avoir commencé le neurofeedback, je fais: «Tiens, j'ai plus ça», alors que ça faisait 20 ans que j'en avais, quoi. Donc c'est voilà, pour moi, ça a été plein de petits trucs qui se voyaient pas trop mais suffisamment pour que je me dise: «C'est quand même un super outil, je vais me renseigner, un peu plus, sur comment pouvoir le faire, découvrir au plus grand nombre». Donc on va passer maintenant sur les sujets des neuroatypies. Donc qu'est-ce qu'une famille neuroatypique? Eh ben, je peux pas en donner une définition, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est variable. Une neuroatypie d'une personne va se présenter différemment avec une autre personne. Donc simplement, ce que je peux en dire, bah, c'est que c'est des gens qui sont pas dans la norme. Ceux, qu'on peut qualifier parfois un peu de bizarres ou voilà, bah, finalement, c'est peut-être eux aussi qui sont neuroatypiques. Mais c'est aussi pour moi des personnes qui se sont épuisées, c'est-à-dire qui veulent rentrer dans la norme,
parce que, alors pas forcément, hein, il y a peut-être des personnes qui vivent très bien leur neuroatypie et qui veulent pas rentrer dans la norme, mais en tout cas, les personnes que je vais accompagner, c'est les personnes qui se sont épuisées à vouloir rentrer dans la norme et qui du coup, bah, maintenant sont dans le mal-être ou ont des difficultés. Hem et entre autres pour les enfants, ça peut aussi être avec des difficultés d'apprentissage à l'école, on peut s'en rendre compte comme ça. Pour les adultes, c'est, j'accompagne pas sur les difficultés d'apprentissage pour les adultes, mais bon, ça peut être ça et dans la plupart des neuroatypies, il y a quand même cette difficulté relationnelle, que ce soit enfin n'importe quel trouble, hein, le trouble du spectre autistique, c'est clairement le gros cliché, c'est la personne qui parle pas. Donc là, oui, on voit une difficulté, mais même si elle parle, si elle communique, ça va être des difficultés relationnelles qui vont moins se voir. Tout ce qui va être, TDAH, c'est pareil, en fait, c'est des difficultés relationnelles. C'est-à-dire que oui, la personne va pouvoir communiquer, les codes sociaux, elle va bien les comprendre, mais elle va pas pouvoir les respecter. C'est-à-dire quand on te demande de rester bien calmement là, bah, tu vois, je comprends, tu as envie de ça de moi, mais moi je peux pas. Donc voilà, il y a toutes ces difficultés-là, au quotidien. Donc en vrai, bah, si on me demande ce qu'est une famille neuroatypique, j'en donne pas de définition. C'est à partir du moment où, vous pensez qu'il y a une difficulté chez vous, bah, vous pouvez vous dire, au moins atypique en fait. Ça, on enlève le neuro et on se dit atypique et c'est bon, on est tout le monde d'accord. Je sais pas si toi tu as une définition à donner ou? Ah, très bonne question. Bah, il y a tellement, tellement maintenant de possibilités de neuroatypie, ils en rajoutent régulièrement. J'aime bien ta façon de voir. Après, de toute façon, pour moi, le neuro, il ne fait que capter des choses qui viennent du corps. Donc, si c'est des sens qui sont atypiques, ben, c'est le cerveau qui fait le bilan et qui finit par dire qu'il y a quelque chose d'atypique. Donc, je pense que ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, j'aime bien ta définition d'à partir du moment où on se sent un peu bizarre. Mm. Voilà, c'est pas un terme scientifique, mais c'est pas grave. C'est ce qui définit le mieux. Donc on va donner un peu plus d'exemples. Donc j'ai déjà dit, le trouble du spectre autistique. Là, ce qu'on voit pas forcément en fait, c'est que quand je parlais de fatigue, bah, c'est ça, devoir analyser consciemment des codes sociaux qui sont évidents pour les autres et qui, pour les personnes du trouble du spectre autistique, vont demander un effort. Donc on le verra après dans la partie camouflage, mais c'est que c'est des parfois on ne sait pas qu'on est neuroatypique juste, parce qu'on pense qu'on est comme ça, qu'on est juste un peu différent. C'est juste parce qu'on compense, au quotidien et c'est ça qui va provoquer de la fatigue derrière. La dyspraxie par exemple, pour donner une image, c'est vraiment comme si on avait des gants de boxe en permanence. Donc quand on va l'étiquette par exemple, on en parlait tout à l'heure d'un enfant maladroit, c'est pour ça en ça j'aime pas les étiquettes parce que non, il est pas forcément maladroit, il est peut-être juste dyspraxique et dire qu'il est maladroit, ça va l'enfermer dans quelque chose de: «Ah, tu pourrais réussir à faire mieux», alors que essayez-vous de faire des lacets avec des gants de boxe, ça m'étonnerait que vous y arriviez, quoi. Donc en fait, ils se débrouillent très, très bien, au contraire et on pourrait trouver qu'ils sont très habiles, sinon on devait faire la même chose avec des gants de boxe. Après, une hypersensibilité sensorielle, notamment l'hyperacousie, par exemple. Donc, c'est une audition normale, sauf que notre perception des sons nous semble beaucoup plus forte, beaucoup plus dérangeante. Donc, c'est le monde qui est, voilà, qui est réglé sur un volume trop fort au quotidien. Et TDAH, c'est une partie, voilà. Enfin, dans HPI aussi, c'est cerveau ferraillé avec des freins de vélo. C'est aussi le fait de dire on a un gros moteur, on a énormément de capacité, mais on ne sait pas forcément comment la réguler, comment respecter encore une fois les codes sociaux, etc. Et là, je vais vous proposer, si c'est bien celle-là, ouais, c'est ça, pendant 1 ou 2 minutes, bah, d'être dans la peau d'une personne avec un trouble. Donc, je vais vous proposer le trouble dyslexique et je vous propose 2 textes à lire. Et bah, je vous assure que c'est pas évident en fait. Alors, on va essayer de lire le premier. Elles avaient pris d'assaut les magasins, elles y campaient comme en pays conquis, ainsi qu'une horde envahissante installée dans la débâcle des marchandises. Donc voilà, pour les dyslexiques, ça peut être comme si c'était tout attaché. Et quand je disais que tout à l'heure, c'était que un dyslexique, enfin une neuroatypie à une autre, c'est différent, c'est parce que pour d'autres, ça va être peut-être beaucoup plus le texte du dessous.
Ça leur apparaît pas tout attaché, mais ça leur apparaît avec des lettres plus ou moins grosses, plus ou moins petites. Donc c'est vraiment des difficultés. Encore une fois, quand on dit les étiquettes de neuroatypie, pour moi, elles sont bien quand c'est pour aider, pour dire bah oui, tu es dyslexique, donc tu as plus de difficultés à lire. Et par contre, mettre une étiquette de dire bah celui-là, il sait pas lire, elles sont beaucoup moins bien. C'est il sait pas lire parce qu'il n'a pas appris ou parce que voilà, parce que le professeur a été absent toute l'année, c'est une chose. Il sait pas lire parce que il voit les lettres qui bougent et que donc c'est juste complètement compliqué pour lui. Là, c'est autre chose et on peut mettre en fait les choses à mettre en place sont différentes quoi. Si c'est une absence de professeur ou qu'il n'a jamais fait ses devoirs, bon bah il faut juste commencer à apprendre. Si c'est une dyslexie, il va peut-être pouvoir utiliser une police d'écriture différente, utiliser une règle pour aider à ce que les lettres voilà, restent un peu plus alignées, ou après mettre en place même des systèmes avec des aides, enfin, tous les AESH par exemple qui peuvent être à l'école, de dire que c'est quelqu'un d'autre qui va lui lire le texte pour que lui puisse juste répondre à la question. Parce que s'il met déjà 5 minutes à lire l'énoncé d'un exercice de mathématiques, bah, l'enfant il va avoir du mal après à mettre le résultat dans les temps. Et je peux témoigner fort fort bien de la dyslexie puisque ma fille est dyslexique et dysorthographique et j'étais ravie de l'entendre dire parce qu'elle vient de réussir le code de la route, qu'elle a eu que 2 fautes sur les 40. Je lui dis waouh, comment t'as fait pour lire les questions? Ah, mais maintenant c'est dans un casque audio, on nous les lit à Ah, la voix. super. Et j'ai Eh dit oui, oh, mais comme c'est génial! eh Et oui, il y a d'abord la question dans le casque et après il y a 20 secondes où on montre la vidéo. Et alors forcément, parce que moi je m'inquiétais beaucoup beaucoup du code de la route pour une dyslexique parce que ça va très vite 20 secondes s'il faut ouais, regarder l'image, lire la question. Et elle passe l'oral de français là très bientôt et donc elle a écouté tous les livres en audio. Enfin, de nos jours, on a tellement de supports, ouais. il y a tellement de livres qui sont faits avec des typographies spéciales pour les dyslexiques. Et puis après, bon, il y a les fameux PAP. Et donc, j'invite beaucoup de familles qui ne savent pas. Moi, j'ai découvert ça grâce à Dominique Romani, qui n'est pas là ce soir, mais qui est une orthophoniste que j'ai eu le bonheur de former au neurofeedback et qui a fait passer les bilans à ma fille et qui m'a dit, tu sais qu'on peut aussi demander à ce qu'elle ait moins de textes à apprendre pour l'oral de français. Et du coup, elle en a D'accord. fait 9 au lieu de 12 et ça fait une grosse différence et tout ça, on ne le sait pas. Et donc, j'aime beaucoup toutes les images que tu as mises là. Je pense que ce serait super intéressant à l'école si les profs pouvaient vivre avec des gants de boxe, s'ils pouvaient vivre avec des textes qu'ils n'arrivent pas à lire. Parce que le nombre d'instits qu'on a eu qui disaient que ma fille, elle en faisait le minimum et que c'était juste qu'elle ne travaillait pas. Et en plus, c'est parfois très dur à découvrir. C'est-à-dire qu'il y a parfois des profs qui disent non, mais les élèves, on les connaît, etc. Bon, en sachant qu'un pour certains diagnostics, il faut 6 mois à une orthophoniste pour poser un diagnostic. Donc, quand les profs disent que eux connaissent les élèves, ça me fait gentiment sourire. Mais il y a aussi parfois des enfants qui compensent par autre chose. Moi, j'ai entendu récemment, il avait fallu 2 ans pour un diagnostic de dyslexie parce qu'en fait, l'enfant apprenait tout par cœur. Oui, C'est-à-dire que le fait de le voir en classe, il connaissait par cœur. Et voilà, c'était peut-être un de tes webinaires que vous en aviez parlé ou je sais plus où j'ai appris ça. Mais donc, en fait, c'est parfois difficile. Et oui, je pense que les profs sont pas assez formés aux difficultés que peuvent découvrir certains enfants, oui. peut-être de plus en plus. Mais Avec le surajout en plus de quand ça devient trop difficile et trop coûteux, ben, l'enfant il est dans la lune et donc on a juste l'impression, vu du point de vue du prof, que l'enfant est dans la lune. On se dit pas, oulala, depuis ce matin il sature à compenser et il est trop fatigué. mmh, Et donc il y a très très vite des raccourcis. Heureusement que maintenant il y a des journées de l'inclusion, des réunions de l'inclusion et qu'il y a de plus mmh. en plus de PAP le plus adapté possible. Mais j'aime Puis, puis beaucoup. Et puis, comme tu dis aussi, les examens, là, le code de la route qui a été, enfin, il a peut-être pas forcément été adapté pour ça, mais en tout cas, le fait que maintenant ce soit comme ça, c'est super intéressant. Surtout que c'est beaucoup plus juste, j'ai envie de dire, parce que quand on est au volant de la voiture, on n'a pas de texte à lire, pas de questions. On voit le panneau et c'est bon. Donc, en fait, c'est beaucoup plus proche de la réalité d'entendre la question et après de répondre que de devoir lire quelque chose.
Donc, Tout à fait. Et ouais. si on avait su ça avant, ça aurait été moins anxieux. Je chercherais depuis quelle date. Ouais. Ouais, parce qu'elle, vous le saviez pas, c'est-à-dire qu'au moment où elle a révisé son code de la route, elle pensait qu'elle allait devoir lire les questions. Ah d'accord. Ouais. Bah, c'est peut-être faire un retour aux auto-écoles, enfin au moins l'auto-école où elle était, de dire: «Prévenez que que voilà, que maintenant on peut Oui. lire». Alors, le camouflage ou la compensation. Là, heu, tout à l'heure, je disais qu'on se fatiguait à compenser, mais là, je précise consciemment ou non. C'est-à-dire que parfois, quand on ne sait pas qu'on a une neuroatypie, alors je pense que c'est un peu moins le cas pour les enfants maintenant, même si on disait que les profs, sont pas formés et que donc on n'est pas au courant que c'est une neuroatypie, mais ils le cachent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés et ils le cachent pas. Mais bah, moi, je sais que quand j'étais jeune, on en parlait beaucoup moins et donc on n'était pas forcément conscient, de ce trouble-là et alors pour une dyslexie, c'est peut-être différent, mais pour un trouble du spectre autistique, c'est juste: «Bah, tiens, les autres, ils sont comme ça, bon, bah, je vais faire comme eux pour pouvoir être inclus dans un groupe». Sauf que, bah, on n'est pas comme eux et que je sais pas moi, d'aller en boîte de nuit, par exemple, quand, pour la plupart des jeunes de 17-18 ans, c'est super et ben, s'il y a une personne avec un trouble autistique y va, c'est juste hyper fatigant pour elle, par exemple. Donc cette compensation, c'est peut-être, bah, tous les copains y vont, allez, j'y vais, et du coup, bah, je suis fatiguée le lendemain ou je vais être énervée parce que moi, ça me fatigue trop. Donc la compensation, elle est là, c'est faire des activités comme les neurotypiques, alors que ça nous fatigue et à force de compenser, ben, ça nous met de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ne plus savoir compenser. Donc c'est bien de savoir quand on compense et qu'on le fait volontairement dans certaines situations, mais c'est bien aussi de savoir vraiment c'est voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de savoir quand on le compense pour pouvoir décider à un moment donné: «Non, ça j'y vais pas, c'est un environnement qui est pas bon pour moi. Là, mon niveau de batterie, il est trop bas, donc je vais pas pouvoir compenser, en étant bien, le lendemain ou dans les heures qui suivent, donc j'y vais pas». C'est savoir dire non. Quand on me dit, alors se cacher, c'est j'aime pas ce terme parce que, une de mes valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'authenticité, mais il y a des fois, on est un peu obligé. Si on veut ne pas avoir à expliquer tout, bah, on se cache, temporairement. Alors évidemment pas enfin je le conseille pas du tout au niveau de ses proches, mais dans certaines situations, bah, c'est ça, rentrer dans la norme, c'est utile. Mais ce que je conseille vraiment, c'est de choisir quand on se cache, quand on compense et quand on peut s'exprimer, librement. Comme ça, on le sait en fonction de notre énergie qu'on a, en fonction de si on a une réelle utilité derrière, peut-être professionnelle. Dans certains cas, on peut peut-être se dire: «Bon, bah, là, pendant quelques mois, j'ai ce travail-là qui m'intéresse très bien, je vais, compenser». Mais du coup, il faut savoir qu'à côté, bah, faut peut-être se ménager des postes, de dire: «Bon, bah, peut-être que je sortirai un peu moins, en soirée au restaurant parce que, du coup, je vais être fatiguée». Si j'ai à la fois, du bruit au travail toute la journée et sortir avec des amis le soir, ça va faire trop pour moi. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on choisit quand on compense ou quand on compense pas. La partie camouflage, c'est voilà, c'est plus la partie, je me cache, inconsciemment, je veux être dans le moule de la société, et donc quand je disais tout à l'heure, enfin, consciemment, donc c'est choisir quand on le fait ou non, mais c'est aussi quand on sait pas qu'on a une neuroatypie, et ben, on sait pas forcément qu'on compense. On se dit juste: «Bah, moi, je suis comme ça». Et du coup, on essaye, d'arrondir les angles ou de faire, ben, bon, bah, les codes sociaux, c'est ça, alors je vais faire pareil et c'est là où on peut s'épuiser aussi sans s'en rendre compte. C'est alors, bon, moi, j'ai pas encore de diagnostic, hein, je suis sur liste d'attente depuis juillet dernier, donc on est en juin. Vive, voilà, vive les délais d'attente. Mais quand je dis tout à l'heure que j'ai peut-être fait un burn-out autistique, en fait, c'est ça, c'est que j'ai compensé toute ma vie, dans des situations qui m'allaient pas et depuis, 5 ans, bah, je choisis les situations où je vais, où je vais pas. Je peux, parfois refuser d'aller à un anniversaire en famille, si c'est, pas la famille très proche, juste parce que je sais qu'il va y avoir 40 personnes et que je vais mal le vivre. Donc avant, c'était impensable parce qu'avant, c'était juste, «Mais comment ils vont faire? Ils vont me juger» et cetera et surtout,
quand je dis que c'était impensable, c'était réellement dans le sens, je n'y pensais pas, c'est-à-dire que je me rendais pas compte que c'est ça qui m'épuisait. J'allais à un anniversaire parce que ça se fait, parce que tout le monde le fait, ben, j'y vais. Et aussi parce que j'y prends du plaisir. J'aime bien discuter. Enfin, c'est ma famille, c'est des amis. Donc, en fait, on ne se rend pas forcément compte que ça nous épuise parce qu'il y a un côté qui nous donne de l'énergie, mais il y a un côté qui nous en prend plus que ce que ça nous donne. Donc, l'idée voilà, de se reconnaître, tous les exemples que j'ai donnés, c'est un peu justement pour pouvoir se dire, ah, tiens, c'est peut-être que ça me concerne ou pas. Et encore une fois, qu'on ait un diagnostic ou pas, c'est pas grave. Juste de pouvoir se dire, telle situation me fait peut-être plus de mal que de bien. Bon, ben, j'y vais en conscience. Voilà. Et puis, tu peux faire un petit détour par le diagnostic de l'autisme au féminin qui fait des grands bonds en avant. Là, c'est toutes dernières années. Il y a quand même beaucoup de gens qui savent toujours pas le diagnostiquer parce que l'autisme au féminin, c'est pas la même chose que l'autisme au masculin, comme de toute façon, deux autistes ne se ressemblent pas, hein. Mais j'avoue que pour en avoir dans ma patientèle, les femmes savent très, 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 très bien compenser les plaît. Et Et ouais. Ouais, ouais. Et puis après, il y a aussi quand il y a plusieurs troubles, c'est-à-dire qu'un TDAH va peut-être compenser, enfin, aller en opposition d'un autre trouble. Donc, du coup, ce qu'on considère comme hyper normal, un trait, non, mais ça, c'est forcément un trait autiste. Et toi, t'es pas comme ça, donc t'es pas autiste. Mais en fait, si, mais c'est peut-être le côté TDAH qui fait ça, ou même le côté HPI, hein, quand on voit un trouble du spectre autistique aime bien les routines, ce qui est familier, aime pas l'imprévu. Mais le HPI, par exemple, il a besoin de connaissances, d'apprendre des choses. Donc, en fait, il va apprendre plein de trucs. Il va pas forcément rester sur ses habitudes. Donc, c'est vrai que les différents troubles, le TDAH, c'est pareil. Il va y avoir le côté impulsivité, alors que l'autiste, il peut être un peu plus isolé. Ben, les deux ensemble, du coup, ça fait vraiment les multi-neuroatypies. C'est encore plus difficile à diagnostiquer et à repérer. Ouais. complètement. Donc, il faut bien choisir la personne chez qui l'on va. Moi, je recommande quand même le plus souvent possible du bouche à oreille. Ouais, alors le bouche à oreille, c'est pas tout, mais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est sûr, mais c'est pas toujours bon non plus. Enfin, moi, on m'avait conseillé, par exemple, une neurologue et puis elle me dit, bah, de toute façon, donc avant d'être, enfin, j'étais ingénieure et j'ai encore une activité aussi d'ingénieure et elle me dit: «Bah, de toute façon, vous êtes ingénieure?» Je fais: «Bah, oui». «Bah, alors vous pouvez pas être autiste?» OK. Donc voilà, et c'est assez compliqué aussi de trouver certains professionnels compétents, même quand on pense qu'ils sont compétents, qui nous ont été recommandés, on se rend compte que non, ils sont pas toujours très compétents. Bah, surtout que chez les ingénieurs, il y en a un paquet des autistes. Alors, Donc c'est ça. Donc oui, il faut vraiment, le bouche à oreille, il faut que ce soit quelqu'un qui ait vraiment vécu et discuté comme il faut parce que, ouais, ouais, ouais. c'est pas évident. Et bon après comme on disait, hein, c'est pas facile les diagnostics dans tous les cas. C'est-à-dire que même ceux qui sont formés pour, bon moi j'ai quand même 2 psys qui m'ont dit: «Votre cas est complexe, je peux pas dire». En gros, c'est ça, hein, c'est vraiment, bah, je peux pas dire oui et je peux pas dire non. Donc bah, vous allez continuer sur votre liste d'attente, puis vous allez attendre que des experts du centre ressources autisme, vous disent, si vous l'êtes ou pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, dans tous les cas. C'est même quand on s'adresse à des personnes qui sont formées pour, c'est tellement une neurotypie à une autre, on l'a déjà dit et répété, mais on est tellement différents les uns des autres que, de toute façon, c'est assez difficile de poser le diagnostic. Mais heureusement, on n'a pas besoin d'un diagnostic pour que le neurofeedback puisse nous aider. Donc on va continuer. J'en profite quand même parce qu'à Montpellier, le centre ressources autisme, eh ben, tous mes patients qui y sont allés, ils sont revenus avec ah ben, ils m'ont dit que non, alors que moi, je trouve ça Ouais. tellement flagrant à force de les avoir en rendez-vous et à force qu'ils écoutent des podcasts, qu'ils lisent des livres où ils se reconnaissent partout. Et quand ils m'en parlent, pour moi, c'est une évidence. Et donc, n'oubliez pas que vous êtes les seuls à savoir qui vous êtes, hein. C'est pas parce que vous allez dans un centre où on vous pose trois questions, on vous fait deux bilans qu'on a tout vu de votre personnalité. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, pendant longtemps, je parlais pas trop de moi en disant: «Ouais, mais si je le suis pas» ou quoi que ce soit, en m'identifiant, mais en fait, c'est ça, hein, le diagnostic, c'est juste ils mettent une limite, c'est comme HPI, on dit 130. Mais si tu es à 129, bon, bah, tu as quand même énormément de traits qui se ressemblent. Enfin bon, après,
parfois ils disent, voilà, mais 127, même 127, 125, finalement, il y a quand même des raisonnements qui sont logiques. Donc on va dire non, t'es pas HPI. Et puis tu as des spécificités qui se ressortent, mais donc pour le trouble du spectre autistique ou pour n'importe quel autre trouble, hein, le TDAH, quoi que ce soit, ils sont juste obligés à un moment donné de mettre une norme. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent dire non, vous ne l'êtes pas, alors qu'on a quand même des difficultés au quotidien. Et Donc j'en oui. profite pour faire la minute psy parce que quand même de formation, je suis psychologue clinicienne et j'étais spécialisée dans les tests et que il y a beaucoup de psychologues qui encore maintenant donnent la note globale du test de QI, par exemple 125, alors que les résultats des sous et donc des subtests sont hétérogènes et donc que ce 125 ne veut rien dire et que s'il y a un 10, un TDAH ou autre chose, effectivement, la personne pourrait très bien avoir 130. C'est juste que... Ou une aphantasie. Oui. On va en reparler. En fait, c'est voilà, je parle de ce que je connais le mieux, donc ce que j'ai étudié le plus, c'est moi. Donc comme tu le sais, j'ai découvert l'hyperaphantasie, c'est-à-dire l'absence d'imagerie mentale. Donc moi, je l'ai découvert l'été dernier. Donc je ne peux rien visualiser. Si je ferme les yeux, c'est noir ou rouge. Et ça, c'est pas encore très bien connu des psychologues. Et donc, moi, quand on m'a fait passer des tests, justement, elle m'a dit, bah, peut-être que ça a joué sur votre QI, parce que je lui ai expliqué. Puis ça se trouve, oui, vous avez 127, mais en fait, vous pourriez avoir plus parce que il y a des choses qui font sur la mémoire. Et elle me dit, ah bah moi, quand je l'ai fait, la mémoire visuelle, je me rappelais très bien. Enfin voilà, ça se revenait vraiment dans sa tête, tandis que moi, j'ai dû élaborer des stratégies. C'est-à-dire, je disais, alors ça part en bas à gauche, ça monte au milieu, ça redescend, etc. Parce que je pouvais pas me le revisualiser. Donc potentiellement, ça a pu faire baisser des points de QI juste pour une question de mémoire à court terme et de visualisation. Donc c'est vrai que même ces tests-là, si on a plusieurs troubles, c'est aussi complètement faussé. Mais ça Oh, peut donner des idées, des directives et un ordre un ordre global de. je vais pouvoir vous proposer un petit groupe, les aphantasiques, parce que la dernière fois qu'on en a parlé dans un webinaire, il y a quelqu'un que j'ai formé qui m'a dit, ah, mais en fait, c'est ça que j'ai. Et Est-ce oui, que oui, on le découvre très tardivement, hein. On s'en rend pas on compte. pourrait vous faire un petit meeting rien qu'entre vous? Voilà, il y a Amélie qui dit oui. Voilà, donc je Ouais, te présente Amélie Pachurka et vous pourrez vous mettre en relation si vous voulez toutes les deux parce que je pense que vous aurez des choses à partager. ouais. Ouais. Alors, ah bah tiens, voilà, rien que là déjà, il y a plusieurs Béatrice dans le chat. aussi, bon bah voilà. Euh, Alors, sur l'épuisement des parents. Alors, j'ai mis épuisement invisible, mais bon, il peut aussi être visible, hein, l'épuisement. C'est juste comme je disais tout à l'heure, le côté au quotidien ou quand on parle, par exemple, les professeurs, on disait tout à l'heure qu'ils voient pas ce que l'enfant fait, mais parfois c'est pareil, ils peuvent juste dire aux parents ah bah là, il a pas su réciter sa poésie ou quoi que ce soit, et ils se rendent pas compte que le parent il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait et qu'il est épuisé. Voilà, c'est aussi dans ce sens-là le côté invisible, hein. C'est pas forcément les parents qui se rendent pas compte qu'ils sont épuisés, mais c'est toute la famille autour qui se rend pas forcément compte de ce qu'on peut vivre. Et donc notamment, donc différents points là que j'ai mis, donc anticiper des crises, gérer les rendez-vous, ça c'est quand l'enfant est diagnostiqué et qu'il a beaucoup de rendez-vous médicaux. Expliquer l'enfant aux autres, je trouve que c'est encore trop fréquent. C'est-à-dire qu'on s'épuise à devoir expliquer, on se sent obligé de se justifier parce qu'on n'est pas comme les autres et que si on se justifie pas, on peut être mis à l'écart. Et ça, c'est aussi épuisant, je trouve, dans ce sens-là. Le côté culpabilité, hein, l'enfant qui est mal éduqué juste parce qu'il a un TDAH et qu'en fait non, il peut pas tenir en place. Donc toute cette culpabilité, il faut aussi pouvoir l'enlever. Et donc voilà, on revient tout à l'heure sur les étiquettes. Mettre un diagnostic, ça permet parfois d'enlever cette culpabilité aux parents, voire même à l'enfant, hein, suivant l'âge de l'enfant. Il peut se culpabiliser de dire j'arrive pas à faire ce que papa et maman me disent, je suis un mauvais enfant, etc. Et quand on discute avec lui que c'est un trouble, que non, il fait pas exprès, ça peut lui enlever cette culpabilité qu'il n'a pas du tout à avoir. Adapter la maison, ça dépend, voilà, ça va dépendre du trouble, mais je pense que c'est intéressant
un trouble neuroatypique ou pas, hein, dans tous les cas, je prends souvent l'exemple de dire, bah, mon enfant, il est pas autonome. Et il fait: «Mais oui, mais en même temps», enfin, par exemple, ils mettent jamais pour mettre la table ou quoi que ce soit. Mais oui, mais si les assiettes, elles sont, à 2 mètres de hauteur, bah, c'est normal qu'ils soient pas autonomes, en fait. Donc adapter la maison, ça peut être aussi simple que ça, juste physiquement de mettre un lavabo plus bas, et puis après ça peut être un peu différent, donc là, c'est pas forcément adapter la maison, mais mettre en place des fiches de routine. Bah, l'enfant, au lieu de lui dire, «Ah, tu pas mis tes chaussures, ah tu tu vas juste lui dire: «Va voir ta routine» et hop, il coche. Donc c'est ça aussi, quand je dis adapter la maison, ça peut être avoir des éléments visuels dans le couloir, dans la chambre, peu importe, où l'enfant il va pouvoir s'y référer beaucoup plus facilement. Alors l'épuisement pour les parents aussi, être en hypervigilance constante. Là, ça dépend, bah, par exemple, enfin avec un TDAH, on va être peut-être plus inquiet qu'il tombe d'un arbre ou qu'il mette ses doigts dans la prise. Et puis après, ça peut être aussi nous en tant que parents neuroatypiques, l'hypervigilance, ça peut être aussi une des caractéristiques, de certains troubles neuroatypiques. Et ne jamais vraiment couper, c'est l'idée de mettre son cerveau, sur pause et certains troubles neuroatypiques font aussi que je crois que tu l'as déjà dit toi aussi, hein, les cerveaux sont jamais vraiment en pause et ça peut participer à l'épuisement des parents ou pas des parents, hein, mais des adultes ou des personnes neuroatypiques. Et il y a quand même certains parents qui sont épuisés, mais qui pensent que tous les parents sont épuisés comme ça Oui. et qui ne pensent pas qu'il y a vraiment un plus dans l'épuisement par rapport à d'autres. Oui, bah, moi, par exemple, c'est vraiment mon cas. Parfois, c'est je me dis, mais si ça se trouve enfin, au début, c'est ce que je me disais, mais en fait, c'est normal, enfin, tout le monde a du mal ou mais on nous le dit pas, mais bah, c'est logique et après, on se rend compte que non, quoi. Quand ta fille, elle supporte pas la respiration de son frère, c'est pas si normal que ça, en fait. Donc c'est là où tu sur des exemples un peu plus concrets, un peu plus pointus, on peut se dire: «C'est pas normal», mais quand c'est juste le quotidien et qu'on n'en discute pas, on peut croire que c'est dans toutes les familles pareil et juste essayer de tenir bon ou alors que alors bah, mettre des mots dessus, ça permet déjà, bah, encore une fois, d'enlever la culpabilité, quoi. De déjà et finalement, ça enlève un poids et ça c voilà, ça j'ai envie ça enlève de l'épuisement, pas forcément de l'épuisement physique, mais du coup, de l'épuisement mental. De se dire, non mais les autres familles en fait, si elles gèrent mieux, c'est peut-être parce qu'elles ont pas ce trouble-là et que c'est moins fatigant, quoi. Et justement, quand on va voir des professionnels pour repérer ce que j'appelle le suffisamment bon professionnel, hein, j'ai piqué l'appellation à Winnicott, c'est très important d'éliminer d'emblée ceux qui disent oui, bah, vos enfants ils sont petits, c'est normal que vous êtes fatigués, par exemple. Exactement, exactement ce que mon psy m'avait dit au départ. Et pour moi, les vrais suffisamment bons professionnels, ils vous posent toujours des questions. C'est-à-dire quand vous pensez que vous êtes très fatigué, d'abord de vous demander de décrire parce que, enfin, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais les gens qui arrivent chez moi qui me disent, oh là là, mais moi je dors pas du tout la nuit, bah voilà, le pas du tout la nuit, il n'a pas du tout la même connotation en fonction des gens. Il y en a pas du tout, c'est 4 heures, il y en a pas du tout, c'est bah, je me réveille 10 fois par nuit, il y en a pas du tout parce qu'en fait ils dorment avec l'impression d'avoir les yeux ouverts, et c'est tellement différent. Si on ne va pas creuser ce qu'il y a derrière les premiers mots de souffrance, en fait, on a très vite fait de dire ah ben, votre enfant il dort pas, oui, mais alors quand ils sont petits c'est normal, vous verrez à 2 ans ils font tous leur nuit. Euh, voilà, ces banalités là. Il y a ça et puis il y a aussi moi j'avais entendu un podcast une fois sur le terme de fardeau. Où en fait le fardeau, c'est ta perception de la difficulté. C'est-à-dire que moi, une fois je dis: «Ah mais là, j'avais besoin de prendre un week-end, juste pour moi, sans la famille, pour me ressourcer» et en discutant avec une copine, je fais: «Parce que j'étais tout le temps, sollicitée par les enfants». Elle me fait: «Mais nous aussi on est sollicités». Mais en fait, c'est que la sollicitation pour elle, si son enfant va dire, 10 fois en 3 heures, «Maman» et puis demander quelque chose, bah OK, elle est sollicitée mais elle le gère bien. Mais moi, quand on me dit 10 fois maman, ben, rien que d'entendre le mot maman, à un moment donné, ça me faisait hérisser le poil, en fait. C'était pas du tout la même réaction et c'est en ça où la neurotypie va aussi parfois, faire que le même quotidien va être un fardeau pour quelqu'un et va pas être un fardeau pour l'autre et donc même si, les faits sont les mêmes
eh ben, le ressenti de la personne n'est pas la même. Et du coup, c'est plus vraiment sur le ressenti de chacun qu'il faut aller voir, savoir si tu as besoin d'un accompagnement ou de te faire aider. C'est pas juste sur des observations concrètes de dire, bah oui, mon enfant, il est pas autonome, mais en fait, pour certaines personnes, ça va poser aucun problème et elles vont pouvoir répéter 10 fois comment mettre les lacets ou quoi que ce soit. Et puis pour d'autres, ça va être ah mais non, ça devient trop compliqué pour moi de gérer cette situation. Donc c'est vraiment très personnel en fait. Alors, bah, ça c'est ce qu'on a dit, devenu une normalité, c'est effectivement aussi et bah, on parlait de sollicitation, c'est ça aussi, c'est que parfois quand on ne peut plus gérer, c'est pas qu'on est faible, c'est juste que on a épuisé notre notre batterie et que notre système nerveux ne peut plus réagir comme il faut. Et c'est là où le neurofeedback va pouvoir être utile. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode naturelle, c'est le miroir du cerveau et ça demande zéro effort. Donc, je vais expliquer ça juste après. Juste ça a 25 ans d'existence, des millions de sessions dans plus de 75 pays. Donc, en tout cas, celui qu'on propose, neurofeedback dynamique de Zingar, qui s'appelle Neuroptimal. Donc, le déroulement d'une séance, pour dire le côté zéro effort, c'est je vous installe comme sur la photo, et puis je vous lance une session avec de la musique, et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez même dormir. Donc, c'est vraiment en ça que je dis zéro effort. Après, effectivement, si on veut mettre un accompagnement à côté, ça peut demander des changements, mais la partie vraiment de neurofeedback, rien à faire. Et alors, comment ça fonctionne? Donc, on a des capteurs. Ce que je disais tout à l'heure, les capteurs, ils sont juste uniquement là pour enregistrer. On n'envoie rien au cerveau. Le retour qu'on va faire, le feedback, c'est uniquement une coupure de son. Donc, les capteurs, on le voit sur la photo, sont mis sur les hémisphères cérébraux. Et ensuite, il y en a sur les oreilles pour enlever les perturbations. Ceux qui captent réellement l'activité cérébrale, c'est ceux qui sont au-dessus de la tête. Et il va détecter des changements dans l'activité cérébrale. Et avec ces changements-là, il y a une analyse qui est faite. Donc, c'est envoyé à un ordinateur. Et l'analyse qui est faite va provoquer des coupures de son. Et notre cerveau va être informé de son fonctionnement par les coupures de son. Donc, c'est vraiment, on vient lui dire, ah, tiens, regarde comment tu fonctionnes. Et le cerveau fait, ah oui, c'est vrai, ouais, je pourrais peut-être mieux faire. Donc, c'est le miroir du cerveau en temps réel. Donc, neuro, c'est tout ce qui est neurosciences, le fonctionnement du cerveau, du système nerveux. Le feedback, c'est le retour, la coupure de son. Et dynamique, parce que c'est en temps réel. C'est vraiment pour la personne au moment où elle fait la séance. Le cerveau, il va utiliser ces informations pour s'améliorer. C'est-à-dire, quand on lui dit, tiens, regarde comment tu fais, ben, en fait, il sait comment il pourrait faire mieux. Il a juste oublié avec les aléas de la vie, avec le stress, avec quoi que ce soit. Mais à la base, la capacité du cerveau, c'est, bah, tu le dis toi-même dans tes formations, hein, c'est pour la survie de l'espèce. Donc, on est censé, voilà, le cerveau, il est pour le mieux, normalement. Sauf qu'il y a des fois, quand il nous fait plus dormir, bah, c'est juste qu'il a mis un peu ça de côté, qu'il a oublié, parce que le cerveau, les sciences montrent qu'il est fainéant. Il est obligé. Il a tellement de choses à gérer qu'il met certains trucs en pilote automatique. Donc, il a le neurofeedback, il est juste là pour lui dire arrête ton pilote automatique là et recommence à chercher des solutions. Si tu veux donner un peu plus d'infos, tu C'est peux. parfait, Aurélie. Parfait, merci. Et je pense aussi à ça quand on parlait du Covid. La nouvelle norme, c'est ça, c'est quand, par exemple, on n'a plus de sensations au niveau de l'odorat, bah, le cerveau, il s'est dit bon, bah tiens, ça fait 20 jours, 30 jours, 40 jours que j'ai plus d'odorat. Bon, bah c'est normal en fait. Et il cherche plus. Et donc, c'est aussi pour ça que Neurofeedback, par exemple, il peut jouer sur ce genre de choses. C'est qu'on vient lui dire c'est pas normal. tu, tu peux recommencer à chercher et tu vas voir que tu vas ressentir, tu vas avoir de nouveau des odeurs. Donc, est-ce que c'est utile seul? Oui, parce qu'on donne la capacité à notre cerveau de dire, bah tiens, regarde ton fonctionnement et tu te rappelles, tu peux faire mieux. Est-ce que c'est bien de le faire seul uniquement?
bah, moi, je conseille toujours quand même d'avoir une bonne hygiène de vie. Si tu dis: «J'ai des problématiques de sommeil» et que tu fais du neurofeedback, bah, oui, mais si tu continues, à dormir que 4 heures par nuit parce que tu pars en boîte, tous les soirs et que tu te lèves le lendemain pour aller au boulot, bah, non, le neurofeedback, il va servir à rien. Donc tout seul, suivant ce que vous votre vie à côté, non, ça va pas servir. Si vous avez une bonne hygiène de vie, que vous faites, voilà, attention à l'alimentation et cetera, ça peut être utile et donc moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment aussi pour dire, bah, on vient de dire au cerveau: «Tiens, recherche des solutions» et puis en parallèle, l'accompagnement parental, il est aussi pour dire: «Bah, tiens, je t'en propose quelques-unes de solutions». C'est-à-dire qu'au moment où il recherche, hop, on lui en propose et donc les 2, ça fait un effet booster, quoi, vraiment et bah, on parlait tout à l'heure, par exemple, des dyslexiques, c'est pareil, les orthophonistes, on va jamais dire: «Arrêtez votre orthophoniste, faites que du neurofeedback pour les dyslexiques». Non, c'est les 2 ensemble, ça va faire vraiment effet booster aussi, quoi, donc c'est, vraiment un outil, qui vient en complément de toutes les autres pratiques qu'on peut mettre en place à côté. Et donc comment ça peut aider au sein de la famille? Donc sur le sommeil, c'est quand même une des problématiques, dans enfin pour lequel le neurofeedback a des, très bons effets. Je pense que tu peux témoigner avec depuis le temps que tu fais, du neurofeedback, heu et puis Oui, surtout tu peux raconter ton expérience personnelle aussi avec ton fils. oui. Parce qu'effectivement, sur mon fils, c'est la seule chose qui lui a permis de dormir à 18 mois. Et sinon, bah voilà, il n'avait pas trouvé, son cerveau n'avait pas trouvé le chemin du sommeil. Et j'avoue que ça m'arrive encore hein, de parfois pas faire une très bonne nuit. Alors, soit parce que j'ai travaillé tard, soit parce que j'ai des douleurs, soit parce que j'ai un enfant malade, etc. Et je n'hésite pas à me faire une petite séance de 15 minutes des fois avant ma journée de formation et on ne voit même plus que je suis fatiguée et je ne sens même plus la fatigue. Et j'ai toujours trouvé ça bluffant, cet effet. Il y a des personnes qui disent, ah, pour l'instant, j'ai commencé le neurofeedback, je dors pas mieux, mais je me sens beaucoup moins fatiguée. Et il y a vraiment l'idée de redonner au cerveau un petit coup de boost qui soit sur le sommeil ou sur autre chose, hein, le côté zen, le côté plus de confiance, là, tout ce que tu as écrit, Ouais, réguler l'émotion. C'est tellement, tellement rapide pour la plupart des cerveaux. Je tiens vraiment à dire ça. C'est une méthode qui ne demande pas d'effort et qui est beaucoup plus rapide que la plupart des autres méthodes avec un panel de changements subtils qui font quand même un petit panier garni assez sympathique. ouais, Euh, ouais, ouais. et, et tu disais tout à l'heure, effectivement, ça s'ajoute à tout, mais ça booste tout. Que vous soyez en train de faire une rééducation avec une orthophoniste, que vous soyez en train d'apprendre une nouvelle langue, à faire du vélo, apprendre la guitare, que vous soyez en train de partir en voyage et qu'il faille s'adapter à une nouvelle coutume. Enfin, tout ce que vous allez faire autour, au moment, quand je dis au moment, ça peut être dans la semaine, moi, tous mes patients depuis plus de 10 ans me disent waouh, qu'est-ce que j'apprends plus vite ceci ou qu'est-ce que j'apprends plus vite cela. Ouais. Ouais, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure que, bah, le faire, même si quand on vient pour un trouble spécifique finalement, bah, on garde l'accompagnement qu'on a mis en place avec de l'hypnose, avec peu importe et comme ça on oriente, sur cette, problématique-là et le neurofeedback vient booster les résultats. Et sur les neuroatypiques, le neurofeedback spécialement sur les neuroatypiques. Ouais. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure que comment ça peut aider? Bah, c'est, du coup, bah, donc on a dit tous les bénéfices avant, mais voilà, moi j'accompagne, heu, alors bon déjà parce que de toute façon quand j'en parle rarement directement à des enfants. Oui, ils peuvent me demander: «Bah, tiens, c'est quoi ton métier?» et je peux en parler. Mais c'est vrai que je parle plus souvent de ce que je fais à des adultes et du coup, je leur, mon premier contact, c'est eux et j'ai envie de leur dire, «Bah, vous testez vous, vous voyez que» enfin d'ailleurs,
toutes les deux, on est dans ce cas-là aussi, hein. On a testé sur nous avant de tester sur nos enfants, hein. Toi, c'était pour ton fils que tu allais, mais tu as voulu tester sur toi. Moi, c'est pareil, j'ai testé sur moi et après, j'avais fait une location de matériel pour faire sur toute la famille. Et du coup, les parents, c'est ça aussi, c'est à la fois, ils testent, ils voient ce que ça donne, ils sauront en parler à leur enfant. Autant un adolescent, bon, on peut lui expliquer directement. Après, un enfant, il peut se dire oh, c'est quoi ce truc? Et donc, que le parent, il l'ait expérimenté, ça lui permet aussi d'en parler. Bon, nous, en tant que neurofeedback trainer, on peut aussi expliquer ce que c'est. Mais donc, du coup, voilà, mon approche est vraiment de dire je prends soin du parent et ensuite, je prends soin de la famille dans sa globalité, avec, notamment avec de l'allocation. En fait, fréquemment, je fais une ou deux séances pour le parent et après, on peut faire l'allocation pour l'ensemble de la famille. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses dans ces derniers mois avec mon organisation. C'est de dire que neurofeedback, comme il est utile pour tout le monde, toute la famille va en profiter. Mais l'accompagnement parental, je suis pas à aider l'enfant directement. Je vais aider le parent avec son enfant. Enfin, j'ai peut-être voilà, c'est ça. Sur les astuces concrètes, notamment, il y a oui, c'est bien de comprendre son enfant, c'est bien d'essayer de le comprendre, on va dire, mais il y a des moments, c'est aussi bien d'accepter qu'en fait, on ne le comprendra pas. Alors, pas sur tous les sujets, hein, mais juste sur certaines choses parfois. Et moi, ça m'a beaucoup soulagée, en fait, cette partie-là, de pouvoir dire, là, je comprends pas pourquoi. Et puis, c'est pas grave. On adapte, on prend en compte son ressenti et ça va être ça le plus important. En fait, l'enfant, il n'a pas besoin d'être compris, finalement. Il a besoin d'être entendu, ça oui, mais pas forcément d'être compris dans toutes ses spécificités. Donc, les neuroatypies, quand on est nous-mêmes neuroatypiques, on peut éventuellement mieux comprendre son enfant sur certaines choses. Moi, par exemple, j'ai mieux compris que mon fils voulait pas aller aux toilettes uniquement parce qu'en fait, il voulait pas s'essuyer les mains avec un torchon humide. Je l'ai compris parce que moi-même, j'aime pas ça. Donc, peut-être que je l'aurais moins facilement compris si, moi, j'étais pas gênée. Donc, il y a des fois, c'est plus facile. Mais il y a des fois, la propre neuroatypie du parent fait qu'il peut pas comprendre son enfant aussi. Donc, dans ces cas-là, ça sert à rien de s'épuiser à essayer de comprendre et juste, on accepte qu'on comprend pas. Et là, du coup, on passe à la deuxième astuce, qui est que c'est pas parce qu'on comprend pas qu'on laisse tomber. Donc, je suis actuellement en train de finir une formation communication non violente parce que c'est ce que je disais quand j'ai le fait d'accepter de ne pas comprendre m'a beaucoup soulagée. Et en fait, la communication non violente, elle est là aussi, c'est-à-dire quand on comprend pas, l'idée c'est de voir ce que l'autre vit et pour ça, la communication, elle est utile. Sauf que quand on est en mode habituel, ce que la société française ou même européenne nous apprend par notre quotidien, ça va être plutôt de enfin, des jugements, des critiques, des reproches. Enfin, il y a énormément de freins à la communication. C'est-à-dire que même quand on pense discuter avec notre enfant, on est en train de le juger. Si je dis à mon enfant, je vois qu'il y a des chaussettes qui traînent dans ta chambre, on peut se dire que c'est une observation. Mais en fait, non. Traîner, c'est un jugement. C'est pas les chaussettes sont posées sur le sol. C'est les chaussettes traînent sur le sol. Donc en fait, toute cette partie-là, après on va se dire tiens, j'ai dit à mon enfant que ses chaussettes elles traînaient puis il est pas content et on comprend pas. En fait si, c'est parce que lui, il a ressenti le jugement vraiment. Donc la partie communication non violente, elle est là aussi pour juste dire j'essaye d'observer ce que mon enfant ressent ou d'observer ou d'essayer de lui faire communiquer. Après, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, évidemment, hein, mais à partir du moment où l'enfant va nous donner son ressenti, même si nous, on n'a pas ce ressenti-là, parce que du coup, on va pas comprendre pourquoi il a ce ressenti-là, c'est pas grave. L'enfant, s'il comprend lui, enfin, s'il voit qu'on écoute son besoin, ça peut suffire. Ça peut, son besoin, son sentiment, ça peut suffire à résoudre les choses. Je parle juste, par exemple, ma fille, quand elle a mal, elle dit très souvent: «Maman, j'ai mal», puis elle me le redit, puis elle me le redit.
Et en fait, si je lui réponds juste bah ouais, mais je t'ai déjà donné du Doliprane, bah oui, mais on a déjà mis du froid et dans les solutions, bah, elle va continuer de me dire j'ai mal. Et à partir du moment où j'arrive et je fais ah ouais, je comprends, t'as vraiment mal. Bon, j'exagère un peu, hein, là, mais et ben là, elle va arrêter de le dire. C'est-à-dire que j'ai pas résolu son problème, elle a toujours mal. Et, et je sais pas comment faire pour le résoudre ou j'ai pas de solution, mais juste d'avoir approuvé son ressenti, bah elle, ça la soulage. Et je prends l'exemple d'elle, mais en fait, enfin, moi, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire que si tant qu'on m'a pas dit: «Ah oui, c'est vrai, tu mal», j'ai envie de le redire. Alors après, notre état d'adulte fait: «Bon, ça sert à rien que je le répète» ou quoi que ce soit. Mais en vrai, on est tous les humains sont comme ça. On a tous les c'est aussi ce qu'on apprend en communication non violente, c'est qu'en fait, on a tous les mêmes besoins fondamentaux et après, on a des façons différentes de répondre à ces besoins. Mais donc c'est, partir de ça. Donc ça, bah, dans la partie accompagnement parental, c'est présent aussi pour moi. C'est vraiment de dire: «Je vais pas forcément avoir de solution». Donc la dernière étape là, donc le bonhomme, ça part de observation, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'observation, c'est vraiment: les chaussettes sont par terre, c'est tout. Après le sentiment, c'est pouvoir enfin voilà, de notre sentiment, on va pouvoir dire: «Bah, moi ça m'embête» et cetera donc bon. Mais on part vraiment juste d'une observation et donc pour les enfants tout petits, ça peut être juste par exemple une sensation physique. De dire: «Bah, tiens, est-ce que tu ressens, ton cœur qui bat plus vite?» ou ce genre de choses. Donc des choses vraiment plus faciles sans, hem sans essayer d'aller plus loin quoi, vraiment juste sur l'observation, ça peut suffire. Dire à un enfant: «Tu es triste, tu es fatigué, tu as peur» et cetera, si on tombe à côté de la plaque, il va se sentir incompris. Alors que repartir vraiment sur des faits un peu plus concrets, de dire: «Bah, tiens, est-ce que ton cœur il bat vite?» Il peut battre vite, parce qu'il est excité de joie ou il peut battre vite parce qu'il a peur. Donc ça va ouvrir la conversation avec l'enfant de dire: «Bah, tiens, ton ressenti, physique». Donc on démarre de là et après on bon, je m'égare un peu, mais dans l'idée, c'est de dire que Heu, j'ai pas besoin de comprendre mon enfant et de savoir s'il a peur, s'il est triste ou quoi que ce soit, pour l'accompagner et l'entendre, quoi. Je lui pose des questions et c'est en ça où la communication non violente peut aider à mieux, écouter son enfant sans forcément le comprendre. Hem, Ensuite des astuces concrètes du quotidien, il y a tout ce qui est, routine visuelle, par exemple, donc les ça va encore une fois dépendre des troubles, mais quand les personnes ne viennent pas du coup que pour du neurofeedback, mais vraiment pour la partie, accompagnement parental, on va discuter ensemble, bah, du quotidien. Tout à l'heure, on parlait de l'adaptabilité de la maison. J'aime bien parfois faire des séances, chez la personne pour pouvoir avoir un regard extérieur et voilà et pouvoir donner la personne est tellement dans son environnement, tellement habituée qu'elle va pas forcément voir des incohérences. Heu et à partir de là, on peut aussi mettre en place des choses, spécifiques pour la famille, donc de la discussion sur, qu'est-ce qui déclenche une crise? Enfin voilà, je viens aider le parent à trouver le déclencheur d'une crise, par exemple, ou trouver des astuces, de d'apaisement. Parce qu'on les personnes peuvent aller chercher ça sur internet, on a des tonnes, d'informations. Mais l'idée, c'est vraiment en discutant à 2, on vient chercher ce qui correspond à la famille que j'accompagne. C'est une le terme de en fait, on crée le mode d'emploi de la famille, ensemble, quoi. Souvent sur internet, on voit: «Ah mais le soir, pour aider à endormir, il faut faire des activités calmes» et cetera. Là, en fait, pour moi, ça a été le yoga du rire. On éclatait de rire. C'était ça qui après permettait alors j'appelle ça yoga du rire parce que tu en fais, mais j'ai jamais été formée, j'ai jamais fait vraiment, mais juste on disait, heu, on éclate de rire pendant 5 minutes, donc c'était pas du tout calme, mais c'est ce qui après permettait à mes enfants d'être calmes. Donc quand on voit sur internet «Bah non, on fait juste de la lecture dans la semi-obscurité» et cetera, ça marche peut-être pour certaines familles, mais pas toutes. Donc c'est ça aussi, c'est découvrir le mode d'emploi de sa propre famille. Voilà. Alors après je peux aussi dire du coup, vu que je parlais des routines, hem, bon c'est des choses assez connues, hein, mais
Hop là, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Bon, c'est pas grave. Ouais. Les fiches de routine, c'est pour éviter de monter en tension avec son enfant. Au lieu de dire, ah bah, tu sais qu'il faut s'habiller, tu sais ça, ou dépêche-toi, ou il reste que 5 minutes. Moi, j'allais juste dire, est-ce que ta routine, elle est complète? Et donc, mon enfant, donc on voit quand même juste qu'il y a peut-être des petites, non, bon, pas grave. Ah là. Donc, en fait, ils viennent cocher quand c'est fait. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Et donc, on n'a plus la tension de dire mais tu sais pas qu'il faut faire ça ou ah, mais tu t'es toujours pas lavé les dents. C'est uniquement la petite phrase va voir ta routine. Et du coup, dans va voir ta routine, alors, ou même pas va voir ta routine. En fait, c'est est-ce que ta routine est complétée? Du coup, c'est vraiment une question. Il n'y a pas d'ordre dans est-ce que ta routine est complétée? Et donc, le fait qu'il n'y ait pas d'ordre pour l'enfant, c'est pas la même chose que de dire mets tes chaussures, va te laver les dents, va t'habiller, où là, il y a forcément une exigence derrière. Quand on dit est-ce que ta routine est complétée, bah, c'est juste une question. Et après, en fonction de la réponse, on va adapter. Donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place. Ici, des petites fiches aussi qui est sur, bah là, c'est moi, ma jauge en tant qu'Aurélie. Donc ça, c'est ma petite feuille à moi qui me dit, bah là, en ce moment, mon niveau d'énergie, c'est quoi? Donc ça permet de, bah, on revient un peu sur la communication non violente, sur l'auto-empathie, de dire comment je me sens là. Et je remarque que je commence à saturer quand, bah, donc moi, mes petites spécificités, c'est si je supporte moins le bruit, si j'ai envie que tout le monde me laisse tranquille, ou si j'arrive plus à prendre du recul. Et pour chacun, ça, ce sera différent. Donc les personnes que j'accompagne, peut-être que pour quelqu'un, ce sera pas j'ai envie que tout le monde me laisse tranquille, mais juste de dire bah, j'entends, enfin, je veux pas qu'il y ait de bruit dans la maison, mais par contre, si on vient me solliciter, ça pose pas de problème. Donc on vient repérer ce que chaque parent ou enfant a besoin pour anticiper d'éventuelles crises et que donc il y ait moins de crises. Et donc on a un petit plan après, on construit en fait ce qui nous aide avec différentes pistes. Donc moi, je sais que quand je commence à saturer, bah, j'ai mes pistes. Soit je me fais 1 minute d'auto-écoute empathique, soit je me fais 10 minutes toute seule, je vais faire un tour dans le jardin, 5 minutes de cohérence cardiaque, ou je regarde une vidéo d'un humoriste que j'aime bien ou de chatons tout rigolo. Voilà. Moi, clairement, les chatons tout rigolos, c'est quand j'ai dépassé le seuil. Quand j'attends que là, ah non, là, je peux plus, j'aurais dû m'interrompre avant. Et ben, c'est les chatons qui. Donc ça va pas forcément correspondre à tout le monde. Donc c'est ça, c'est qu'on vient identifier ce qui nous fait du bien, comment on peut prendre soin de soi pour apaiser les tensions. Bon, je vois l'heure qui passe, Oui. donc on va quand même laisser les questions s'il y en a. Donc merci pour Ils ont votre été attention. très très sages sur le chat, hein. On n'a pas eu de questions pour l'instant. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez soit ouvrir vos caméras, vos micros ou les mettre dans le chat. Je peux Voilà. déjà commencer par remercier Aurélie parce que ta présentation était très complète, très vivante et très Merci. agréable. Peut-être que tu as tellement bien raconté les choses, tu vois que personne n'a de questions. Je Après voulais après c'est aussi des sujets très personnels, donc je veux juste rappeler pareil que si vous voulez pas poser la question, devant, les autres personnes, bah, on est disponible, après coup, pour, voilà, il y a mon numéro de téléphone et mon mail, et j'ai aussi ouvert donc là en bas, on voit le lien pour en discuter un peu plus personnellement et en privé s'il y a un besoin. Parce que c'est pas toujours évident de poser des questions sur ces sujets-là. Il y a toujours quand même cette peur du jugement, les normes, etc. C'est quand même des sujets assez personnels. Donc voilà, il n'y a pas vraiment pas d'inquiétude à avoir si vous n'osez pas poser la question là. Il sera toujours le temps de les poser après. Bon, tu les vois les messages, il y a plein de messages super dans le chat. Alors, je regarde. Ah, ok, une histoire de réseau de caméra. Bah merci. Ah, Valérie, bah, de toute façon, tu mettras un replay, non, je pense, Perrine, pour ceux qui ont Un de ces loupé. quatre, je n'ai toujours pas Voilà. fini les premiers En- replays de mars, mais voilà, un jour, ils y seront. C'est Ça. ça. Donc, pour ceux qui ont manqué la première demi-heure, ils pourront revoir le replay un de ces jours. Quand un enfant dit j'ai de l'électricité dans mon corps, quel est son besoin?
Bah, ça va dépendre de l'enfant. On peut pas juste, juger, parce qu'il dit ça. Donc c'est en ça que c'est pas facile, hein, de d'être parent. C'est qu'on n'a pas un mode d'emploi qui est fait. Quand je disais tout à l'heure, on le construit ensemble, c'est parce que ça va dépendre de la situation, ça va dépendre donc il faut voir dans quel contexte il le dit, il faut voir, ce qu'il appelle électricité. Est-ce que voilà, voir le ressenti, donc Toujours et répondre par une question par une autre question pour explorer et encore explorer et demander qu'est-ce que les gens ont déjà essayé. Est-ce que effectivement la décharge électrique elle fait du bien? Est-ce qu'elle fait pas du bien? Est-ce qu'il a besoin en fait que ça s'arrête ou est-ce qu'il n'a pas besoin? Des fois, c'est que les parents qui ont besoin que ça s'arrête, la oui, grosse énergie débordante. exactement. C'est un truc que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Heu, Quand je dis qu'il faut pas forcément comprendre son enfant, c'est qu'il faut surtout pas partir de ce qu'on ressent. Lors d'un des exercices que j'ai fait, dans mon stage de communication non violente, il y avait, une phrase et on devait dire, notre sentiment. La phrase c'était, «Je suis assise au bord d'une falaise et j'observe un coucher de soleil». On était 2 à dire notre ressenti. Il y a une personne qui a dit, en gros, je sais plus exactement, mais genre, «Je suis heureux», parce que voilà, il voyait, le coucher de soleil et moi j'ai dit: «J'ai peur», parce que moi j'avais retenu le «Je suis assis au bord de la falaise». Mhm. Donc en fait, quand on interprète ce que ressent notre enfant, il faut toujours le faire valider et voir par rapport à lui, pas par rapport à nous. Parce que n'importe qui d'autre va pouvoir dire: «Beh, pourquoi elle a peur? Enfin, c'est super beau un coucher de soleil» et moi je vais dire: «Beh, ouais, mais bon, au bord de la falaise, si je suis pas attachée avec, mon baudrier comme en canyoning, ça me va pas, moi, ça me fait peur». Donc là, c'est voilà, faut voir avec l'enfant, pour reprendre le coup de l'électricité statique, comme tu dis. En fait, nous, finalement, on dit: «C'est pas bien», mais peut-être qu'en fait, pour lui, c'est bien. Peut-être que donc faut tu raison, c'est vraiment, questionner la personne sans interpréter. Vraiment, re avec les enfants, la reformulation, ça marche bien. Avec les adultes, ils peuvent se dire justement: «Ah oui, je suis pas un enfant, je reformule pas». Mais avec les enfants, ça permet vraiment de vérifier parce qu'il y a des fois, on peut même pas penser que c'est possible que l'enfant raisonne comme ça, quoi. C'est là, le côté, si enfin, comme j'ai dit, avoir peur ou être heureux, c'est vraiment deux sentiments complètement contradictoires pour le même fait. Donc faut toujours avec les enfants valider, ouais, leurs sensations, leurs sentiments. Et j'en profite pour redonner un exemple que j'ai déjà donné, je pense, mais à chaque nouvelle formation qu'on fait, à chaque nouveau stage, à chaque voilà, on est quand même très très nombreux et nombreuses à avoir fait des formations ou des stages de parentalité bienveillante, de communication non violente, de yoga du rire, même si c'est juste une séance, pas forcément une formation. Mais moi, quand j'ai commencé les séances de yoga du rire avant de me former, je suis rentrée à la maison, j'avais changé de point de vue sur ce que c'était que le rire et mes enfants qui me gênaient beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'ils faisaient du bruit tout le temps et que les enfants, ça crie, ça rigole, mais ils sont joyeux, mais qu'est-ce que ça fait du bruit? Ben, j'ai changé ma formulation en disant, ah, c'est super de vous voir vous amuser, rigoler comme ça, et éventuellement, est-ce que vous pourriez aller dans le jardin? Parce que C'est ça, j'ai la tête comme ça. c'est Et ça. souvent, on va faire des raccourcis et enfin, moi, j'ai vraiment depuis que j'ai démarré le neurofeedback, donc il y a fort, fort, fort longtemps, j'ai fait plein, 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 plein d'autres formations et plein d'autres découvertes, et je ne cesse de faire des découvertes pour ajouter des cordes à notre arc. Et puis, ben, j'ai la chance d'avoir eu plein, 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 plein de patients qui m'ont aussi apporté plein de choses que je ne connaissais pas et qui m'ont apporté leur boîte à outils aussi, que j'essaye de redistribuer à ceux qui ont un petit peu les mêmes atypies. Je vois bien quand même que les séances de neurofeedback leur font beaucoup, beaucoup de bien, que pour certains, il en faut plus de séances que d'autres, et qu'il ne faut pas non plus se démoraliser ou se dire, ah bah voilà, moi j'y arriverai jamais parce que bah, j'ai vu des enfants ou des jeunes adultes autistes faire des séances pendant un an et se dire, oh là là, mais c'est long, mais en fait, il faut ce temps-là aussi au cerveau pour se réguler.
Il faut ce temps-là pour qu'il s'adapte petit à petit à chaque palier d'autonomie. En Oui, moyenne, combien de séances pour les neuroatypiques demande Valérie? Et ben justement, moi, j'ai pas de moyenne parce qu'ils sont tous tellement différents. Puis ça dépend aussi du cheminement qu'ils ont eu avant de commencer le neurofeedback. Ça dépend beaucoup de est-ce que les parents en avaient conscience, à quel âge s'est fait le diagnostic, est-ce qu'ils ont compensé, camouflé, à un moment donné, il y a tout qui lâche, est-ce qu'ils partent d'un endroit où ils sont en burn-out ou est-ce que ils ont commencé en prévention. Enfin, toutes les situations sont uniques. qu'est-ce qu'ils mettent en place à côté aussi? Si on reste dans le même contexte, qu'on fait que du neurofeedback, bah, on va continuer à en avoir besoin. Alors que si à côté, on arrête de compenser tout le temps parce qu'on diminue certaines sorties, enfin bon, autre que tout, si admettons, la partie dyslexique, dysgraphique, si on met en place des PAP et cetera, bah, il y a plus besoin de compensation aussi important et donc peut-être un peu moins besoin de neurofeedback. Si à côté on met rien en place, bah, c'est sûr que l'enfant, ou l'adolescent va continuer à avoir besoin aussi d'un peu plus, hein. Donc c'est très propre à chaque personne. Comme tu dis, ça dépend d'où on part, mais aussi de ce qu'on met en place à côté, en parallèle. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup Aurélie. Merci à tous pour votre présence et